Dimanche 30 octobre 2022, merci de la confiance en cette renouvelée au D12 de Pyramide FM. L'Afrique continue de pleurer des dizaines de ses filles et fils tués récemment au Tchad au nom de la politique et de la démocratie. Les Tchadiens en sont une nouvelle fois venus aux armes. En effet, des armes ont crépité en N'Djamena contre des manifestants civils. Ces derniers s'élevaient contre la prolongation du délai de la transition. La junte militaire et son premier ministre opposant Saleh Kebzabo parleront d'une conspiration pour déstabiliser le pays. La junte militaire tchadienne menait jusque-là tranquillement et sans grande condamnation sa transition. Les autorités de N'Djamena vont-elles pouvoir continuer par bénéficier de la bienveillance des grandes puissances qui n'ont cessé de crier dans le même temps haro sur les juntes sœurs du Mali et de la Guinée? Et que dit de la junte militaire burkinabé? Depuis la semaine passée, son chef Ibrahim Traoré a passé un cap. Le capitaine a prêté serment comme nouveau chef d'État devant le Conseil constitutionnel. Il a dit à propos du terrorisme, nous pouvons gagner cette guerre. Et il est bien connu que qui veut la paix prépare la guerre. C'est visiblement la démarche des autorités militaires du Togo voisin. À Lomé, une simulation d'attaque terroriste s'est déroulée au centre d'entraînement aux opérations de maintien de la paix. Depuis des années, le Togo et ses troupes militaires parcourent divers théâtres de combat. Cette semaine, c'est en plein cœur de Lomé que 6 braqueurs à moto ont livré combat aux agents en uniforme. Ils ont tenté de s'emparer d'une voiture de transport de fonds. Ils ne réussiront pas, mais ont laissé derrière eux un triste bilan de 2 morts et de 12 blessés. À 2 mois de la fin de l'année, comment les autorités du Togo vont-elles s'employer pour assurer et préserver le légendaire climat de paix et de sécurité collé à la ville de Lomé? Novembre qui pointe son nez et décembre sont généralement des mois de fortes affluences et d'intenses activités commerciales. Un accident à Diagbé avec là aussi un bilan de 2 morts et d'une dizaine de blessés rappelle sans aucun doute à la plus grande prudence. Le deuil qui s'est invité dans les familles n'a pas épargné la famille des acteurs politiques. C'est au tour de Patrick Lawson de l'ANC de rejoindre la funeste liste des hommes politiques des années 90 et qui ont quitté la scène. C'est une page de l'histoire de notre pays qui se tourne définitivement. Récemment, le pays pleurait Yaovi Agboibo et Edem Kodjo. Le pays a pleuré aussi Fambaré Nachaba et Charles Kondi Agba. Les morts de ces derniers temps ne seront pas prises en compte par le recensement général de la population et de l'habitat. Depuis une semaine, les populations du Togo se font compter. Ce 5e recensement livrera bientôt ses résultats. Pendant ce temps, la CEDEAO apporte des notes de paix à Lomé à travers un forum. Son président en exercice va plus loin en se rendant à Moscou et à Kiev. C'est Madi Diabakate, essayiste et politologue du Togo, qui est notre invité. 96 50 34 37 et 70 43 09 70 pour nous joindre. La mise en onde de l'émission est assurée par Romaric Freitas. Madi Diabakate, bonjour. Bonjour Pierrot, bonjour aux auditeurs. Et une fois de plus, toutes nos pensées pieuses à l'endroit des victimes de cette insécurité qui ne dit pas son nom dans ce petit périmètre qu'est Lomé. Nous parlerons de cette situation que notre pays a vécue ou que notre ville a vécue cette semaine avec des morts au final. Mais parlons d'abord de la journée qui est plus proche de nous, celle d'hier samedi. Le Togo a observé pour la 2e fois la journée nationale du sport. Est-ce que vous avez pu participer à une de ces séances? Bon, je n'ai pas eu la chance de participer à une de ces séances, mais à chaque fois que mon agenda le permet, je pratique très régulièrement le sport. Parce que bon, le sport en lien avec la santé, l'état physique, c'est quelque chose qu'il faut promouvoir, c'est quelque chose qu'il faut faire assez régulièrement. On avait connu ces genres d'activités, surtout les samedis, on voyait vraiment Lomé, c'était la caractéristique de Lomé les samedis matins. Mais bon, avec Covid qui est arrivé entre-temps, tout est allé au point mort. Et bon, si aujourd'hui on peut reprendre les activités de sport de masse, j'espère qu'on peut reprendre aussi bientôt les activités politiques et autres, qui sont aussi de la même nature et qui n'ont aucun lien avec la pandémie ou avec le terrorisme, comme on essaie de le vendre depuis quelque temps. Les Togolais font de plus en plus de sport et c'est la 2e fois, je le disais tantôt, que cette séance a eu lieu ce samedi à Lomé. On peut déduire que les autorités du Togo, en pensant au bien-être des Togolais sur le plan économique, sur le plan culturel, sur d'autres plans, pensent également au bien-être des Togolais sur le plan physique. Mais c'est normal, vous savez, une population malade ou vieillissante, moi je vais donner un exemple très simple. Quand vous prenez, aujourd'hui on parle de l'Institut national d'assurance maladie, c'est de l'argent qui est déversé là-bas.
parce que les gens sont malades, les gens vont à l'hôpital. Alors, pour pouvoir réduire aussi ces dépenses, il faut commencer par promouvoir le sport. Il faut maintenant que ce soit vraiment quelque chose qui puisse emballer tout le monde pour que le samedi, tu vois tout le monde dans la rue en train d'exercer le sport. Mais il y a un médecin qui me disait qu'il ne faut pas se préserver, venir sortir samedi juste pour courir 1 heure pour dire qu'on a fait du sport. En réalité, chaque jour, le minimum, c'est de faire 30 minutes de marche par jour, chaque jour dans la semaine. Même si vous êtes en voiture ou autre, quand vous arrivez à la maison, il faut arriver très tôt et vous faites une petite marche aux alentours, durant ne serait-ce que 30 minutes par jour. C'est très bon pour la santé, ça permet de maintenir les réflexes. Ou à défaut de marcher, même dans la chambre, dans la maison, vous avez un petit tapis de sol et vous faites certains exercices de gymnastique. Ça permet, c'est vraiment très bénéfique. Ça, c'est des conseils que vous donnez sans doute à une certaine catégorie de Togolais, puisqu'on sait qu'il y a certains Togolais qui, une fois sortis de ce jeu, de chez eux, rentrent dans leur voiture, puis après ils descendent, ils rentrent dans leur bureau et ils font le tour suivant en revenant à la maison le soir. Donc, vous conseillez à ceux-là qui ont beaucoup plus de moyens, qui sont nantis et qui ne vont pas forcément à la plage. Non, vous savez, il y a parfois les avantages de la pauvreté aussi, c'est que tu es en bonne santé sur certains aspects. C'est pourquoi en Afrique, nous disons d'ailleurs le plus souvent qu'il y a certaines maladies, c'est plus pour les riches. Un pauvre qui doit marcher, vous savez, je me rappelle quand j'étais étudiant, j'étais à Goué-de-Makoué, donc je marchais du campus pour arriver au niveau de l'état-major. Et maintenant, à partir de là, je pouvais prendre le taxi à 100 francs et aller à la maison. Donc, c'était une pénibilité, mais c'était également aussi quelque chose qui me permettait d'être en bonne santé. Mais quand vous devenez aisé, vous avez les moyens, bon, ça ne vous dit plus rien, vous croyez que c'est ça la bonne voie, mais il faut vraiment être vigilant et garder quand même certains de ces réflexes. Quand on vous voit, on sent que vous êtes visiblement en forme. Vous faites du sport combien de fois par semaine? Bon, moi je dirais qu'à la fin de la journée, j'ai besoin de décompresser. Soit j'écris, soit je vais, que ce soit à la maison, que ce soit à l'étranger, j'ai toujours un tapis de sport avec moi. Je sais aussi que vous intervenez fréquemment sur les réseaux sociaux pour parler de sport. Et on sent aujourd'hui que de plus en plus de Togolais sont sur les réseaux sociaux. Ils parlent beaucoup de sport. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Non, je pense que, qu'on veuille ou pas, les réseaux sociaux, c'est un monde virtuel qui sert d'échappatoire, qui nous permet de créer de nouveaux amis, de trouver des gens qui ne sont pas forcément nos voisins immédiats, mais avec qui nous avons les mêmes centres d'intérêt. Et donc, bon, ça permet quand même de penser à autre chose que le travail habituel, que le train-train familial. Les réseaux sociaux permettent également de se défouler, de s'exprimer. On a une famille virtuelle qui est à l'écoute, on a une famille virtuelle qui nous accompagne. Sur les réseaux sociaux, ce qui retient l'attention très souvent et de plus en plus, c'est le football. C'est ce qu'on constate. Il y a d'autres disciplines, mais c'est le football. Et visiblement, il y a un certain nombre de clubs également qui retiennent les attentions. Non, bien évidemment. Vous savez, moi, c'est le football. Et beaucoup savent que sur les réseaux sociaux, c'est le seul moment où je me laisse aller et pouvoir taquiner surtout mes cousins catalans ou quiconque vraiment a été victime du Real Madrid. C'est un plaisir pour moi et je le fais avec tout le plaisir, quoi. Et ce sont ces moments où on rentre dans une certaine innocence, dans une certaine joie de vivre. Et peut-être que d'aucuns diront que nous avons des clubs au Togo, mais on préfère supporter le Real Madrid. Je suis désolé. Le Real Madrid m'apporte une certaine certitude que ne peuvent même pas m'apporter les éperviers ou bien un club togolais. Ce n'est pas de ma faute. C'est l'encadrement, c'est la structure, c'est la vision que ces clubs apportent aux gens. Mais au-delà de tout, quand vous supportez un club, ça veut dire que vous êtes avec le club quand ça marche ou quand ça ne marche pas. Mais ça permet de raffermir les liens, ça permet de créer des... Vous savez, moi aujourd'hui, j'ai beaucoup d'amis juste du fait du Real Madrid. Dans certains pays, avant même d'arriver, je connais des gens qui sont des Madrilènes. Et donc, quand tu arrives dans ces pays, tu les contactes, vous passez du bon moment. Ça permet d'ouvrir une porte d'entrée. Et même, je vais vous faire rire, dans le cadre de ma profession, la dernière fois, il y a la fondation du FC Barcelone qui est venue pour financer une activité. Et tout le monde riait, quoi. Et ils étaient un peu, je ne sais plus, on leur dit, mais le chef qui est là-bas, là, il n'aime pas Barcelone. donc bon, eux aussi, ils étaient contents. Ils me disaient, bon, au moins,
ils ont fait quelque chose, ils attendent que Madrid aussi vienne en faire. Je dis, bon, je ferai de mon mieux pour que Madrid vienne en faire de même. Donc, c'est dire que ce sont des choses qui permettent de délier les langues, de créer un climat de confiance parfois. C'est important. C'est quand même tout curieux quand même que de plus en plus de Togolais ou d'Africains soient devenus des Madrilènes ou des Parisiens ou des Catalans. Là, vous avez parlé des Catalans. Oui. De plus en plus, on entend ça dans les rues. Mais est-ce que on peut tirer là, nos clubs au Togo, par exemple, en Afrique, est-ce qu'on peut tirer leçon de ce qui se fait de mieux aujourd'hui dans le monde et qui se fait justement en Europe? Le football est un outil diplomatique. La meilleure illustration aujourd'hui, c'est le Qatar. Vous voyez le Qatar qui va organiser dans quelques jours une Coupe du Monde, qui a une équipe nationale qui peut-être sera la première équipe organisatrice au monde à perdre tous ses matchs, mais qui a pu obtenir l'organisation d'une Coupe du Monde. Le Qatar a pignon sur rue aujourd'hui en France parce que il a pris l'équipe de la capitale. Il en a fait une équipe à son image, il a mis les moyens et autres. Donc, le football aujourd'hui est un arme diplomatique. Si tu veux critiquer aujourd'hui le Qatar, on te montre que le Qatar fait beaucoup de choses. On te montre les à côté des différentes fondations du Qatar. On te montre que le Qatar aujourd'hui a en charge les droits télévisuels. C'est lui qui permet au foot de respirer parce qu'il injecte de l'argent. Et ça se rejaillit un peu partout. Donc, le football est un outil très important sur plusieurs aspects. Que vous prenez l'équipe de Côte d'Ivoire, nous avons vu ce cas traverser la Côte d'Ivoire. Et c'était les éléphants à partir de 2006 qui ont ramené les Ivoiriens dans une dynamique nationale. Quand vous prenez les Togolais, je ne pense pas que ce que nous avons vécu au Togo entre 2005 et 2006, si nous pouvons revivre quelque chose de meilleur que ça. Vous voyez, ce sont des moments... Vous faites allusion à la qualification à la Coupe du Monde? Non seulement au-delà de la qualification à la Coupe du Monde, c'est-à-dire quand le Togo avait match, tout le monde, quel que soit le bord, était positivement en faveur du Togo. Quand le Togo gagnait, tout le monde s'enlaçait. On s'en fout de qui était qui. Vous voyez, c'est là ce qu'on cherche dans le football. Aujourd'hui, quand vous prenez, malheureusement, c'est des choses qu'il faut construire. Et c'est ce qui fait défaut dans la plupart de nos pays. Aujourd'hui, le championnat togolais, j'ai lu qu'il y a une nouvelle approche. Et je pense qu'il faut féliciter ceux qui sont devant ce projet. Maintenant, il faut voir, est-ce qu'on va continuer avec les mêmes mauvaises habitudes ou bien ça va s'améliorer. Mais si, je suis sûr que si aujourd'hui, on est capable, dans le championnat togolais, de payer aux gens, ou à ces joueurs, pour qu'ils puissent avoir quand même une vie qui n'est pas celle de la misère, mais une vie qui quand même permet à tout fonctionnaire togolais d'être à l'abri du minimum. À tout footballeur togolais? Non, je dis fonctionnaire togolais parce que justement le football doit être professionnalisé. Ce qui veut dire que, à défaut de donner de gros salaires, au moins qu'on essaie de voir un professionnel d'un tel niveau en football, qu'on prend notre première division, il faut quand même qu'on puisse l'arrimer à une grille salariale qui puisse quand même permettre aux gens de se dire, bon, un joueur du championnat togolais, il est capable d'avoir une maison où il peut vivre avec sa famille, qu'il peut investir peut-être entre 70 et 100 000 dans la location. Après, tu vois ce qu'il vit et ce qu'il doit manger au quotidien. Il doit avoir un véhicule pour se déplacer, ce que ça peut coûter. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que je m'attends à voir un championnat où on peut payer entre au minimum 250 000 en allant à un joueur togolais qui veut commencer. Je pense que ça peut permettre de retenir les talents, mais aussi quand on va commencer par diffuser, je pense aussi à ce moment, il y aura des rentrées financières. Et plus le match est de qualité, plus les images sont de qualité, les gens vont payer pour suivre ces matchs. Les gens iront dans les stades. Parce que les gens aujourd'hui cherchent un moment pour s'échapper, un moment pour sortir de leur quotidien. Et tu peux le trouver à travers le sport. Et le meilleur sport qui rassemble plus, c'est le football. Quand on parle du Real ou du Barça, il y a quelques années au Togo aussi, nous avions nos Real, nous avions nos Barça, parce qu'on se rappelle la belle époque d'Agaza de Lomé, de l'Étoile filante ou des Aiglons, de l'Asfosa, de l'Entente 2, de Semassi ou encore d'Asco de Cara. Cette époque-là, on en a... Tu as oublié mon Doumbé de Mango.
Doumbé de Mango Au ou Fouadon encore de Fouadon de Tapao. Tapao. Mais les derbys les plus suivis et qui Effectivement. mobilisaient beaucoup plus les populations, ce sont ces matchs-là qui se jouent Étoile, à Lomé. Gazas, Est-ce que ces époques-là sont définitivement parties? Bon, aujourd'hui, est-ce que le championnat attire? Je ne pense pas. Il fut une époque, moi aussi, j'allais au terrain, surtout au terrain de terrain de la JC à une époque, j'y étais régulier. Mais après, bon, ça a perdu de l'entrain. Et cette époque où les gens allaient également au terrain, c'est parce que d'abord, il y avait plusieurs organes de presse privés, surtout les radios privées, qui retransmettaient ces matchs. Et petit à petit, les gens commençaient par aller vers le terrain pour le vivre en live. Donc, si on n'a pas les moyens, on n'investit pas, c'est difficile. Vous parlez aujourd'hui de football au Togo. Moi, je veux juste voir aujourd'hui, quand on parle de football, combien d'infrastructures réelles nous avons. On ne peut plus jouer aujourd'hui sur des terrains où on ne voit pas la différence entre le sable et le gazon. Non, il faut aujourd'hui qu'on passe à un haut niveau. Vous avez vu le Bénin voisin. Presque chaque commune aujourd'hui a un terrain de référence. C'est ça aussi. Il faut les infrastructures. Et aujourd'hui, nous avons des communes qui sont là. Il faut que les communes prennent le lead. Il faut qu'au niveau de ces communes, vous savez, dans certaines villes en Europe, quand vous prenez par exemple Milan, le même terrain, il est utilisé par l'Inter et le Milan AC. Mais ça veut dire que l'infrastructure est là. On met les moyens. Et maintenant, à travers les matchs de championnat et autres, on le rentabilise. Donc, je pense qu'il faut juste mettre les moyens. On va voir beaucoup de choses. Moi, je me rappelle, j'avais vu un cacadre de Défalé qui avait hébergé entre-temps. Et quand l'adjudant est décédé, le club est parti au néant. Je l'ai vu renaître il y a quelques mois de cela. Donc, c'est-à-dire que tant qu'on n'a pas une politique, parce que la première ligue, même en Angleterre, c'est quand elle a été professionnalisée et remise à place, en la considérant comme un business, que cela a prospéré. Donc, si nous voulons faire du football juste de connaissances, on n'ira nulle part. On doit faire un football business avec un marketing plan qui est très clair, où moi je peux être content de venir sur ce plateau avec un tricot d'un club togolais dont les investissements et les choses me font vibrer. Est-ce que, quelque part aussi, c'est pas parce que les Africains ou spécifiquement les Togolais n'ont pas encore assez suffisamment d'argent pour manger, pour vivre, pour vraiment prendre le sport comme ça se fait en Europe? Non, l'argent pour vivre ou pour manger. Quand vous parlez de maillot, par exemple, non, pour s'acheter un maillot. Les gens sont prêts à rester affamés pour s'acheter un maillot. Ils ne sont pas nombreux. Non, non, non. Ils ne sont pas nombreux. Tout le monde, vous savez. Mais vous savez combien coûte un maillot? Peu importe, ils sont prêts à le faire. Mais il faut que le club pour lequel ils veulent le faire puisse vraiment avoir ce répondant en face. C'est juste une fierté d'être supporter d'un club. C'est une fierté d'être avec un club. Prenez même l'Afrique aujourd'hui. Quand moi je prends nos clubs comme le Real Madrid, bon, à part quelques-uns qui en demandent qu'on leur envoie des maillots originaux, entre guillemets, d'Europe, tout le reste que les gens portent à Lomé ici vient de la Chine. Ça ne rapporte rien à ces clubs. Mais ça rapporte à une économie informelle. Ça rapporte à nos frères qui les vendent ici. Donc, c'est comment dit-on, c'est un circuit dans lequel il faut juste savoir manager pour que chacun s'y retrouve. Donc, vous professionnalisez, vous créez de nouveaux emplois, vous créez de l'argent qui circule, et tout le monde va se retrouver. C'est une partie de l'aspect économique de la chose. Dernière question avant de parler d'autre chose, c'est que cette semaine, le Barça a été éliminé. Et ça fait beaucoup de bruit, notamment à Lomé, on a constaté des bagarres un peu partout. Comment est-ce qu'on peut expliquer aussi cet antagonisme-là qui arrive jusqu'à ce point-là où les gens finalement en viennent à se frapper? Vous savez, Pierrot, il y a quelques années de cela, j'éteignais mon portable. Les supporters de Barcelone m'appelaient, se moquaient de moi. Et donc, la chance a tourné. Et moi aussi, je ne me prive pas. C'est la même chose partout parce que il y avait, vous prenez 6 ans derrière, mais Barcelone, ils emmerdaient tout le monde. Ils se prenaient pour les meilleurs. Et ils se moquaient de tout le monde. Donc aujourd'hui, on ne fait que leur retourner la monnaie de la pièce en toute joie. Vous habitez Kampala en Ouganda. Est-ce que c'est la même chose là-bas? Est-ce que les Ougandais font la même chose? Mais c'est l'un des rares moments où vous trouvez tout le monde. Parce que quand on parle de ça, nous qui vivons dans des organisations humanitaires, on se retrouve devant la télé. En ce moment-là, chacun connaissant
qui supporte qui. Et on se provoque, on se... Bon, parfois des gens sont tellement dépassés qu'ils se cachent. J'en connais même qui peuvent vous envoyer un message après une défaite de Barcelone qu'il ne se sent pas bien et qu'il va prendre un jour de congé maladie. Parce que c'est mieux de s'enfermer dans sa chambre que d'apparaître dehors et d'être la risée. Parce que Barcelone a perdu. Oui. Tout simplement. Mais parce que ce qu'on va lui faire dehors aussi, toute la journée, il ne sera pas d'humeur à travailler. Que nos voeux accompagnent donc votre club, le Real. Quelles sont vos ambitions pour cette année? Une nouvelle ligue? Nos ambitions restent les mêmes. Hein. Gagner une nouvelle fois? Gagner une nouvelle fois la Champions League, gagner le championnat. Et puis bon, le reste, c'est le plaisir de jouer. C'est cette possibilité. Vous savez, aujourd'hui, on a pu inculquer une mentalité. Si l'arbitre n'a pas sifflé, le Real peut revenir. Et je pense que ça fait planer tout le monde. Bien, merci. Il y a 2 semaines que nous recevions ici le porte-parole de l'ANC, l'Alliance nationale pour le changement. C'était Éric Dupuis. Et puis à la question, comment va Patrick Lawson? Notre interlocuteur nous disait qu'il était malade lundi dernier, donc on a appris son décès. Donc, comment avez-vous réagi à cette annonce? Bien évidemment, vous savez, quand nous apprenons parfois de telles nouvelles, on n'a pas envie de croire. On a envie d'aller demander aux proches de la personne pour savoir qu'est-ce qu'il en est. Effectivement, quand j'ai vu la nouvelle, j'ai appelé le député Tchaniaou Rakbo pour lui demander, mais est-ce que c'est vrai? Il me dit malheureusement, c'est vrai. Et donc, je lui ai présenté mes condoléances. Je réitère mes condoléances à la famille de Patrick Lawson, famille biologique, famille politique, mais aussi à tous les Togolais qui se sont quand même d'une façon ou autre retrouvés en ses convictions, retrouvés en sa personnalité. Je leur présente mes condoléances. Et de façon religieuse, nous disons le plus souvent chez nous que Dieu a donné, Dieu a repris. C'est inévitable. La seule certitude, quand on vient sur terre, c'est que quand tu es né, tu vas mourir. C'est la seule certitude. Le reste, ce sont des expériences que nous traversons, que nous vivons, mais dont nous n'en avons pas forcément une certitude. Mais pour être certain, je sais qu'un matin, je vais quitter et cette terre, ça c'est une certitude. Donc, quand l'heure là arrive, c'est juste, le croyant dira que la terre lui soit légère, qu'il puisse aller se reposer, ou bien qu'il puisse jouir de meilleur dans l'autre monde que ce qu'il en a joui dans celui d'ici-bas. Vous savez qu'à chaque décès, il y a un certain nombre de commentaires qui sont faits et beaucoup estiment que finalement la vie ne vaut pas grand-chose en réalité, que nous sommes tous des passagers, qu'il faudrait tirer les meilleures leçons des expériences des uns et des autres. Mais curieusement, une fois le deuil passé, les terriens ou les humains se laissent une nouvelle fois aller à tous les essais, à tous les comportements les plus pervers. On ne comprend pas ça parce que il y a encore quelques mois ou il y a encore quelques années, les gens voyaient Patrick Lawson. Effectivement. Mais là, il n'est plus là. Il n'est plus là, il ne sera plus là. Je pense que la mort n'est qu'un exercice de rappel pour nous rappeler à nous tous qui restons vivants que ça va nous arriver et que nous devons nous y préparer. Vous savez, bien qu'on ait dit aux gens que après la mort, c'est le paradis pour ceux qui ont mené une bonne vie ici-bas, même ceux qui mènent une bonne vie ne sont pas pressés de mourir. Même s'ils pensent qu'ils peuvent être éligibles au paradis, ils préfèrent retarder l'échéance. C'est ça aussi l'humain. Malheureusement, nous sommes tous des cadavres ambulants. Mais beaucoup ne l'ont pas compris. Et c'est ça aussi la nature humaine. Vous verrez des gens du genre, tu me connais, tu sais qui je suis, tu sais à qui tu t'adresses. Bon, ce sont des cadavres ambulants qui l'ignorent, mais qui vont se le rappeler, un de ces quatre, face à la réalité. Donc l'être humain, il faut juste comprendre qu'il est complexe en soi-même. Il y a des gens qui ont peur de la mort. Il y a des gens qui se disent, bon, si ça vient, on fait avec. Et je pense que le plus important, c'est ça. Nous allons mourir un jour quand notre heure va sonner. Mais en attendant, mettons à profit notre vie ici-bas. Faisons les actes, posons les actes que nous pensons être ce que nous espérons que les autres posent à notre égard. Moi, le plus souvent, je ne dis pas de faire du bien ou du mal parce que c'est trop simpliste. Mais je dis, faites aux autres ce que vous voudriez qu'on vous fasse. Mais ne faites pas aux autres ce que vous n'aimeriez pas qu'on vous fasse. Donc, peu importe la stature que vous avez, peu importe la position que vous avez aujourd'hui, respectez autrui,
devant autrui, agissez avec humilité, avec tact, avec respect, c'est tout. Le reste, c'est Dieu, si certains y croient ou pas, qui décidera après notre mort. Mais ici, nous faisons l'effort d'être juste envers nous-mêmes. Il faut dire que Patrick Lawson fait partie de mes invités et des acteurs politiques que j'ai pu interroger. Et depuis l'annonce de son décès, il y a un certain nombre d'acteurs qui pointent du doigt le caractère posé de son discours. Beaucoup pensent qu'il est un rassembleur. Je ne sais pas comment vous le jugez. Lui, vous l'avez sans doute écouté plusieurs fois intervenir. Non, bien évidemment, vous savez, dans un parti politique, même si vous avez le même idéal, il y a toujours les approches qui divergent. Hein. Il y a toujours certaines façons. Quelqu'un dira, bon, je n'aime pas ce parti politique, mais j'aime tel individu venant de ce parti politique parce qu'il est tel. Bon. Et quand vous prenez aujourd'hui le parti comme l'ANC, je vais peut-être utiliser les deux exemples les plus récents. Vous avez reçu Dupuis la fois passée et vous avez parlé de Patrick. Je dirais, à mon analyse, je préfère écouter un Patrick à un Dupuis. Pourquoi? Parce que justement, Patrick, non seulement il est posé, mais il sait avancer ses pions avec le respect et le tact qu'il faut face à l'adversaire. Vous avez par contre un Dupuis qui ne se retient pas, qui fonce tête baissée et continue seulement d'aller. Alors, face à un interlocuteur, bien évidemment, c'est pourquoi on dit le plus souvent dans les dialogues politiques et autres, il faut savoir qui envoyer et qui ne pas envoyer. Peut-être un Dupuis va, à travers ses interventions, exciter la base qui sera contente, mais un Patrick Lawson, des gens diront non, il est trop modéré, il est trop posé, mais c'est ça aussi le leadership. Donc techniquement, je dirais que cette façon de faire de Patrick fait voir un certain leadership, mais l'autre de Dupuis, il m'excusera, ça fait voir du militantisme. Tout doucement, les acteurs des années 90 sont en train de partir. Il n'y a pas très longtemps, le Togo pleurait. Deux anciens premiers ministres, Eden Kodjo et Yaouvia Boibo. Ceux-là, par exemple, qui se sont battus pour l'alternance et qui n'ont pas vu avant de quitter. C'est la même chose aujourd'hui pour Patrick Lawson. Sur la question spécifique de l'alternance, on peut se demander, et ça revient à chaque émission, qu'est-ce qui n'a pas manqué? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui a manqué? Bon, vous savez, on dit l'homme est la mesure de toute chose. Et cela vient du philosophe Protagoras. Et je pense que par rapport à l'alternance, il faut juste que les gens comprennent que ce n'est pas quelque chose qu'on doit créer en voyant un individu, mais c'est quelque chose qu'on doit obtenir en renversant un système. Et dans le contexte togolais, on a en face de nous un système. Et justement, quand l'individu est tombé en 2005, le système a pris les mesures les plus urgentes pour parer. Et au moment où le système prenait les mesures, les gens étaient encore focalisés sur l'individu. 15 ans plus tard, quand le monsieur qui a été introduit par l'armée en 2005 est aujourd'hui au pouvoir, les gens continuent pas à se focaliser sur lui. Alors qu'en réalité, c'est la même erreur qui avait été faite avec le père. C'est un système. Et si vous ne changez pas ce système, c'est difficile d'avoir ce qu'on appelle l'alternance. Vous pouvez avoir de nouveaux visages. Vous pouvez par moment voir quelqu'un qui perd l'appui du système et on le remplace par un autre. Donc ça ne vous apportera rien de concret. Mais pour arriver à l'alternance, il faut faire partir un système et mettre en place un système plus égalitaire, plus périn. Voilà. Et c'est ça le véritable enjeu. Maintenant, les efforts que ces gens ont fait durant les 30 années passées, bien évidemment, ces efforts, c'est à ceux qui restent, aux restes des compagnons, de les capitaliser. Donc, on n'est pas tous. Martin Luther King n'a pas eu la chance de voir Barack Obama. D'une façon ou d'une autre, un noir américain a dirigé les États-Unis d'Amérique. Mais pour moi, une analyse politique, je te dirais que les États-Unis, avec Barack Obama, ont fait plus de carnage dans le monde que lorsque c'était avec des Blancs. Vous comprenez? Donc, c'est pour dire que vous verrez seulement l'aspect. Si vous voulez voir l'alternance ou bien vous voulez voir le changement sous l'aspect individuel, vous allez la voir.
mais le système de fond, il restera toujours en place. Et c'est ça le véritable problème au Togo. Quand vous parlez de système, vous faites allusion donc au parti au pouvoir et puis son fonctionnement. Et ce parti au pouvoir a aussi perdu des gens les plus charismatiques ou les plus connus, comme Fambaré Nachaba. Il a été ancien président de l'Assemblée nationale. Son fils est aux affaires aujourd'hui. Oui, ils n'ont pas perdu, par exemple, Charles Kodiagba, qui a été aussi plusieurs fois ministre et ambassadeur. Mais si on fait une sorte de comparaison entre les acteurs politiques des années 90 et ceux des années 2020, en allant là, que diriez-vous? Est-ce que c'est des gens qui sont totalement différents dans leur comportement? On dit que chaque génération a sa mission. Vous savez, les aînés des années 90 avaient une certaine mission à accomplir. Je ne dirais pas qu'elle a été un succès en soi-même, mais ils avaient des préoccupations sur lesquelles ils pouvaient miser pour mobiliser l'opinion et pour pouvoir enclencher un processus de changement. Ils l'ont commencé d'une certaine façon. Aujourd'hui, nous avons une nouvelle génération qui a d'autres préoccupations. Et c'est par rapport à ces préoccupations que la classe politique s'adapte et apporte la lumière ou bien l'espoir que les gens recherchent. Donc, ce qui préoccupait les Togolais il y a 30 ans, ce n'est pas la même chose qui préoccupe les Togolais aujourd'hui. Les choses ont évolué. Le seul problème dans un contexte comme celui du Togo, c'est qu'on est plus comme dans du cancer. C'est une sorte de métastase. Certains problèmes ont tellement perduré qu'aujourd'hui, c'est gangréné. Et à tout moment, ça va imploser et tout le monde sera victime. Et c'est ça le fond même du problème togolais. Ce n'est pas aujourd'hui, quand moi je vais prendre l'analyse la plus récente du Togo, c'est que vous la prenez à partir de 2020. Vous prenez à partir de 2020, vous allez voir un peu comment est-ce que progressivement, après l'entrée fracassante du PNP en 2017, on a essayé de museler tout le monde, on a essayé de ramener tout le monde à un niveau où on réprime, on empêche qui que ce soit d'exercer son droit politique. Et ce n'est pas parce qu'on me donne la chance de passer dans de telles émissions, ça veut dire que tout est rose après, parce que après les émissions aussi, on sait ce qui s'ensuit. Qu'est-ce qui s'ensuit? Justement, ce qui s'ensuit, c'est pourquoi vous nous reprochez ceci. Ce qui s'ensuit, c'est, mais vous là, chaque fois, vous voulez parler de choses, alors que... Et, vous savez, parfois, il y a les représailles. Bon, les cabris morts comme nous, on s'en fout des représailles, parce que, par la grâce de Dieu, on ne dépend pas foncièrement du contexte togolais. Donc, les représailles, on s'en fout parfois. Mais vous avez des... comment on les appelle? Des proches et autres aussi qui en subissent. Aujourd'hui, la dernière fois, je lisais quelque part, par exemple, dans les savanes, où on dit que la chambre des métiers a été mise en place, un bureau a été mis en place, mais finalement démis parce que la présidente serait l'épouse d'un opposant. Et on a beaucoup de ces situations dans le contexte du pays. On a beaucoup d'acteurs politiques aujourd'hui qui ne s'en sortent pas. Des gens du fait de leurs opinions politiques, à qui on empêche d'exercer leurs activités, à qui on fait des relèvements fiscaux. Donc aujourd'hui, on a étouffé tout le monde, on a mis certains en déroute. Et je ne vais pas revenir sur la page de la DMK qui aussi amuse la galerie assez souvent avec son gouvernement numérique là. Mais ça veut dire qu'on est rentré dans un contexte où le sérieux a quitté. Les gens sont déçus, les gens n'ont plus d'espoir pour ce Togo. Quand on annonce qu'il y a la loterie Visa, tout le monde, y compris les chefs traditionnels, vont se faire enrôler pour pouvoir obtenir la loterie. Mais on a parlé d'un chef traditionnel. Je ne sais pas si c'est... Je ne sais pas si c'est nombreux. En tout cas, quand il y a un, peut-être que les autres aussi étaient passés inaperçus. C'est une façon de caricaturer. Mais vous dites que le sérieux a quitté le pays. Oui, qu'est-ce que vous voulez dire? Non, justement, aujourd'hui, vous ne voyez plus les gens s'intéresser aux questions d'ordre public. Je ne vais pas dire d'ordre politique, mais d'ordre public. Aujourd'hui, le pays, ça ne va pas. Moi, je vous donne un exemple très simple. On nous parle aujourd'hui de la déclaration des biens. Depuis que cette affaire a commencé, qu'est-ce que le gouvernement a posé comme acte concret? Qu'est-ce que les membres du gouvernement ont posé comme acte concret? Qu'est-ce qui est communiqué autour de ça? Quand vous parlez de la déclaration des biens pour les menus frettins qui sont là et que ceux qui doivent être devant ne donnent pas l'exemple. Quand on parle de gouvernance en général et que vous constatez que, bon, on parle de décentralisation, depuis que la décentralisation est là, nos routes sont devenues encore plus mal entretenues qu'avant.
Aujourd'hui, on a l'impression que chacun, là où il est, c'est pouvoir trouver sa part et fermer sa gueule. Bon, il n'y a plus rien de sérieux. Ça fait rire tout le monde. C'est ça. Est-ce que c'est pas tout simplement parce que les gens sont fatigués? Bon, vous savez, au fin fond, à partir d'un moment donné de la vie, on se dit, bon, pourquoi me préoccuper des autres? Si, bon, j'ai pour moi, pourquoi je vais me préoccuper des autres? Et c'est ce qui arrive en réalité là-bas. Au même moment, les autres, qui sont la population en général aujourd'hui, se disent, on ne va plus s'investir parce que après tout, c'est eux qui en profitent avec leurs enfants, les leaders. Donc, c'est pourquoi je parlais de ça, c'est gangréné à un niveau où aujourd'hui, il n'y a plus cet amour, cet élan patriotique qui est là. Vous parlez tantôt de route. Vous avez suivi, par exemple, entre-temps, quand on parlait de la défaite des éperviers et quelqu'un disait qu'on devait lui payer, sinon eux, ils ont miné le terrain là-bas. Bref, ça montre qu'on est arrivé à un niveau où des gens se disent, vous avez mangé, nous aussi on doit manger, c'est tout. Est-ce que c'est pas humain finalement? Si c'est humain et que la morale nous le déconseille, il va falloir qu'on y apporte une solution. Et aujourd'hui, on a toute une batterie, tout un outillage juridique qui existe pour régler tous les problèmes. Malheureusement, la volonté politique a toujours fait défaut et elle fera toujours défaut. Vous parlez de route, je vous cette parenthèse puisque vous nous parlez souvent de route qui mène à votre domicile. Je ne sais pas si entre-temps, elle a été réglée ou pas. Ou elle s'est dégradée, savez, tout simplement. Moi, j'ai atterri hier. J'ai pris ma voiture pour aller à la maison. Mais j'étais vraiment déçu parce que je voyais même que les routes se sont plutôt mieux détériorées que précédemment. Et c'est de façon générale. Ce matin, j'ai fait un peu le tour aussi. J'ai vu que c'est la même chose. Donc, par exemple, aujourd'hui à Lomé, il faut être sincère. Tu ne peux pas prendre le risque de t'offrir une voiture basse à Lomé. On n'a pas tous besoin d'être dans des grosses voitures. Il y a des gens qui ont envie d'être dans une petite voiture confortable, très basse, mais on n'a pas de route. Quand vous êtes là, je profite toujours pour faire la comparaison. Vous parlez des routes, notamment les routes secondaires qui mènent dans les différentes maisons, les concessions. Et vous habitez Kampala aujourd'hui. Quelle est la situation là-bas? Est-ce que beaucoup de routes sont goudronnées? Je dirais que la situation, elle est assez prometteuse parce que vous constatez au fil des ans que par an, il y a un certain nombre de routes qui est fait. Après les années suivantes, il y a d'autres qui continuent. En fait, c'est ça le bon côté. Je ne dirais pas que tout Kampala est bitumé, mais constamment, vous constatez que des routes qui n'étaient pas bitumées sont en train d'être travaillées. Et les routes qui ne le sont pas bitumées, elles sont rafistolées ou améliorées assez régulièrement, ce qui permet aux gens de les pratiquer sans forcément se plaindre. Hein. Et peut-être que tu auras la poussière, mais au moins tu roules et tu sens un certain confort. Mais aujourd'hui, quand tu prends plusieurs zones, j'étais avec un ami dans l'avion qui habite derrière l'entreprise de l'Union, il tient la tête, il dit à chaque fois pour venir chez lui, il met entre 45 minutes pour venir sur la partie goudronnée là. Alors qu'en réalité, il y a quelques années, il pouvait faire ça en 20 minutes. Mais puisque la route ne fait que se détériorer au fil des ans, il se retrouve dans une situation où ce n'est plus possible. Au final, pour ce qui concerne les routes, on sait que c'est des questions de moyens. Mais là, non, pas question de moyens, vous savez. C'est quoi alors? Si par exemple, quelqu'un me dira qu'il y a des ministres qui habitent cette zone, et comme je l'ai dit, ils roulent dans des 4x4 qu'ils n'envoient pas au garage à leurs frais. Quand leurs voitures sont gâtées, ce n'est pas eux qui réparent. Donc, ils ne peuvent pas apprécier son... Le voiture personnelle? Combien ont roulé dans voiture personnelle depuis qu'ils sont ministres, tu as vu? Donc, il faut que cet aspect aussi soit vraiment pris en considération. Si vous dépensez sur votre voiture, elle vous tient vraiment à cœur, vous allez quand même à un moment donné ne pas être content. Et au-delà de tout ça, vous sortez, par exemple, moi je venais tout à l'heure, j'ai vu 2 cas. J'ai vu la police sortir aujourd'hui, un dimanche d'abord. Je pense que c'est emmerder les citoyens. Parce que d'abord, j'ai vu un policier courir après une voiture taxi qui avait près de 10 sacs de charbon au-dessus après le pont de Togbekopé. Le gars a poursuivi pour aller l'arrêter. Et tristement, il l'a poursuivi juste pour un seul objectif. C'est que le gars lui a donné l'argent, il est retourné, il l'a laissé continuer comme ça.
il en est de même, j'en vois, et j'en ai vu aussi au niveau du passage supérieur qu'on appelle l'échangeur là. Et donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, par exemple, quand un policier sort, il ne sort pas avec l'optique de faire son travail. Non, il sort avec l'optique de pouvoir rentrer à la maison avec quelque chose. Mais est-ce que cette situation-là aussi, est-ce que c'est tous les policiers? Parce que là, vous dites que quand un policier sort, c'est pour rentrer à la maison avec quelque Oui, chose. un policier qui sort sur la route, qu'est-ce que tu veux? Ce qui veut dire que... Mais c'est pour faire son travail. Non, 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 il ne fait pas son travail. Ah, mais en fait, il y a un Non, certain... je viens de vous donner l'exemple de Mais celui qui a poursuivi. ça, c'est un exemple que vous avez donné. Ils étaient nombreux là-bas. Si lui l'a poursuivi pour venir prendre de l'argent, ça veut dire qu'il ira faire un compte rendu aux autres là-bas. Ça s'arrête là-bas. Ça veut dire qu'il n'a rien foutu. Secondo, personnellement, j'ai même été arrêté. Bon, moi, j'ai tout à jour là-bas. Donc, le gars a vu après, il me dit, bon, chef, c'est dimanche. Je dis, oui, c'est dimanche pour moi aussi. Et on remercie le Seigneur. Il dit, je ne dis rien. Je dis, il va attendre longtemps. Moi, je suis reparti parce que j'étais serein. Mais peut-être un autre Togolais, dans une autre situation, on allait lui trouver les pouces sur la tête. Donc, vous comprenez ce que je veux dire? Je ne dis pas que la corporation a des problèmes. Et toute la corporation, j'ai des amis policiers qui savent ce pourquoi je les aime. Et que si demain ils font la même connerie, je ne vais pas hésiter à les exposer. Mais c'est-à-dire, aujourd'hui, c'est un peu ça le ras-le-bol du Togolais. Mais vous avez dit quelque chose qui m'a semblé totalement peut-être infondé. Là, quand vous dites que vous retrouvez les policiers un dimanche Oui. en circulation, et que pour vous, ça vous gêne. En Oui. quoi est-ce que c'est gênant? Justement, ça me gêne justement parce que, vous savez, quand vous retrouvez un policier qui est là pour organiser la circulation, vous appréciez, vous dites qu'il est là pour son boulot. Mais quand vous retrouvez un policier qui est là, juste avec le seul objectif de trouver un problème pour pouvoir vous prendre de l'argent, c'est gênant. Et c'est ce que ces gars sont en train de faire. Oui, ce que vous donnez comme exemple, c'est un exemple non, parmi tant d'autres. Parce que... parce qu'il y a sans doute des policiers à d'autres carrefours de Lomé. Les amis, c'est pourquoi d'ailleurs j'ai précisé. Est-ce que vous savez que dimanche, un certain nombre d'usagers qui n'ont pas de permis et qui n'ont pas des pièces à jour utilisent... Ces gens qui n'ont pas de pièces à jour, qui n'ont pas de permis là, quand on les arrête, on les envoie où? Ils sont verbalisés, n'est-ce pas? Ils sont verbalisés par qui? Est-ce qu'ils ne sont pas verbalisés? On prend l'argent et continue, c'est ça le problème. C'est ce que vous avez constaté. C'est pas ce que j'ai constaté. Vous savez, Pierrot, moi je suis connecté. J'apprends beaucoup de choses, je lis beaucoup de choses, je reçois beaucoup d'informations. Et je vis beaucoup de choses. Vous savez, des fois, ce n'est pas... Quand on se laisse même arrêter, c'est pour voir jusqu'où la personne peut avoir le courage d'aller. J'ai un chauffeur qui circule et qui m'appelle parfois pour dire « Chef, j'ai un problème ». Tu comprends? Donc, toutes ces acrobaties-là, on en connaît beaucoup. C'est vrai que c'est des situations qu'on dénonce qui sont malheureusement récurrentes et pour lesquelles sans doute les autorités seront obligées de prendre des mesures pour éventuellement les corriger. Mais nous parlions en réalité du deuil de la NCSA qui nous a amené à évoquer cette parenthèse consacrée à nos routes et aux policiers. En réalité, ce dimanche, la ANC devait tenir un meeting à Guenivé. Ce meeting a été finalement annulé parce que le parti est en deuil. Mais il y a quand même cette question qui revient, qui vient comme ça, naturellement. S'il n'y avait pas eu le cas Patrick Lawson, est-ce que ce meeting allait pouvoir se tenir? Parce qu'on sait que depuis quelques temps maintenant, il est difficile pour les partis politiques de tenir librement les rassemblements publics. Ce constat-là, est-ce qu'il vous gêne? Oui, ce constat me gêne énormément. Au-delà de l'ANC, je vais prendre deux cas. Moi, je prends le PNP. Je n'ai plus jamais vu le PNP exercer d'activité. J'ai vu tout ce qu'on a fait au PNP, que ce soit à Lomé ou à l'intérieur. J'ai vu tout ce qu'on a fait pour rendre la vie dure à ces gens. J'ai vu comment est-ce que des militants du PNP sont ciblés aujourd'hui. Des gens même qui travaillaient, leurs employés n'ont plus la latitude parce que les préfets les appellent pour leur dire ne les employez plus. N'importe quelle activité qu'ils font, le préfet trouve des poux pour qu'on les mette hors circuit. J'en connais. Et si quelqu'un m'appelle, je suis prêt à lui répondre. Je salue au passage le préfet de Mango. Je reviens à un autre, la DMK. Presque tout ce que la DMK essaie de faire comme activité, bon, c'est systématiquement, on saute dedans, on réprime, on fait choses. Je pense que ça ne fait que donner
du grain à moudre. Ça ne fait que justifier ce que les gens disent du régime en réalité. Cette façon de réprimer, cette façon de relier la loi sur la liberté et les manifestations publiques, de passer de la dynamique Bodjona à la dynamique Boupessi, ça ne fait que confirmer ce que les gens disent, que le régime est mauvais. C'est ça, en fait, le problème aujourd'hui. Et donc, même l'ANC ainsi que d'autres partis d'opposition n'arrivent plus à organiser leurs activités parce qu'à un moment, en 2020, Dieu créa le Covid. Et UNIR en fit maintenant son outil de répression de ses opposants politiques. Quand on veut faire une marche dans... Non, vous parlez de UNIR là. Oui, je parle de UNIR. Oui, en fait, est-ce que c'est UNIR ou c'est le gouvernement? Non. Excusez-moi, laissez-moi parler. Je l'assume. Je confonds UNIR au gouvernement. Maintenant, si ce n'est pas le cas, UNIR peut envoyer quelqu'un sur ce plateau le week-end prochain et on pourra en discuter. Donc, mais vous ne faites pas de démarcation, puisque la démarcation elle est faite par ceux qui sont au gouvernement. Non. Parce que quand on peut autoriser les femmes à marcher dans la zone de, comment on l'appelle là, Sagbado et autres là, pour remercier le chef de l'État, on trouve que c'est normal. Il n'y a pas de problème. Mais quand c'est un parti d'opposition qui veut faire une activité, on trouve qu'il y a le terrorisme qui rôde à Lomé, on trouve qu'il y a telle raison pour l'interdire. Voilà les problèmes aujourd'hui dans lesquels nous sommes. Toute activité derrière laquelle le gouvernement se trouve, ou UNIR, on la trouve normale, puisque c'est normal d'ailleurs, parce que c'est les deux qui dirigent. Alors, le problème, il restera toujours là. Les gens verront que les actions qui sont menées ne sont que dans l'optique de renforcement. Vous prenez aujourd'hui, quand l'ANC a commencé, je dis l'ANC, je veux parler de la mairie de Jean-Pierre Fabre, a commencé cette affaire d'adressage des rues. Vous avez vu la bassesse par laquelle, subitement, les gens se sont levés pour dire qu'ils sont en train de revoir la loi sur la décentralisation. Mais là, on parlait des activités des partis politiques. Oui, finalement, est-ce que vous ne faites pas là une confusion? Non, je ne fais aucune confusion. Parce que quand vous parlez d'activité des partis politiques, moi je vous montre comment est-ce que le parti UNIR est actif à travers le gouvernement et tout ce qui est attrait à l'opposition, on l'empêche d'exercer ses activités, on l'empêche d'exercer ses prérogatives. Même dans un cadre où la loi le lui permet, on vient le lui arracher par la loi. Vous utilisez même le mot répression, là, en faisant allusion aux activités des partis politiques. Vous savez, la répression... Un instant. Oui. Mais ces derniers temps, il n'y a pas eu d'activité pour qu'on puisse parler de répression. Mais justement, la répression, elle peut se faire en amont de l'activité pour interdire l'activité. Mais l'activité, elle est interdite, tout simplement. Non, si l'activité est interdite et qu'on déploie les gens, d'abord, c'est dans quel objectif? Et puis maintenant, arrêtons de parler seulement de la politique à Lomé. Moi, je suis originaire de Mango. J'ai mes connexions à l'intérieur du pays. Mais qu'est-ce qui se passe à Mango? Je sais ce que, qu'est-ce qui se passe à Mango? Je sais ce que les jeunes se réclamant de l'opposition vivent à Mango. Je sais ce que les jeunes se réclamant de l'opposition vivent dans la zone de Dapan. Bien, merci. On a passé 45 minutes avec vous déjà et on va permettre aux auditeurs, pour ceux qui veulent bien participer à l'émission au téléphone en direct, de le faire. 70 43 09 70, 70 43 09 70 et puis 96 50 34 37, 96 50 34 37. Ce sont là les deux numéros qui nous permettront d'avoir les questions et les compléments des auditeurs. Allô? Pas encore. J'ai une réaction là de Géragos qui... Allô? Allô? Bonjour. Madame Essie, comment vous allez? Mais je profite quand même pour vous saluer parce que vous faites partie des auditeurs fidèles de la radio qui animent cette deuxième partie en appelant. Malheureusement, votre téléphone vous joue souvent de très mauvais tours. Espérons qu'aujourd'hui, ça va pouvoir marcher. Je ne sais pas si vous avez appelé. Je ne sais pas. C'est le monsieur des droits de l'homme. L'invité qui est là? Oui. L'invité qui est là, il s'appelle Madi Diabakate. C'est un essayiste, un politologue togolais. Je ne sais pas si... Ouais. D'accord. Voilà. Il nous a dit que les préoccupations d'il y a 30 ans ne sont pas les mêmes d'aujourd'hui qui préoccupent les Togolais. Moi, je vais lui dire que moi, mes préoccupations de 63, où on a assassiné le président sans justice et tout le reste, l'accord 90, 2000, 2005, 2010,
2022, tous ces trucs-là, moi, ça demeure pour moi. Tous ces problèmes-là, ça demeure pour moi. Et puis voilà. Et comment il explique qu'on refuse l'alternance et qu'on essaye de faire ramener le parti uni subtilement. Hein. On est presque le parti uni qui n'a pas quitté depuis 1990 à la boule. Et je voudrais vous demander quels sont les articles qui démettent ce genre de régime. D'abord, qui refuse l'alternance et qui opprime et tout le reste. Il y a des articles dans la Constitution qu'on s'est donné. Il y a des articles qui démettent ça sans violence, sans cool, quoi. Et personne n'en parle. Donc on ait la paix, qu'on vive heureux. Mais, ok, c'est noté, Madame Essi. Une réaction à l'intervention de... Oui, Madame Essi, juste pour confirmer ce que vous venez de dire, effectivement, quand je prends vos préoccupations, vous parlez de 63 et autres, je ne sais pas quel est votre âge, je pense que ces préoccupations, comme je le disais, il y a 30 ans, des gens avaient certaines préoccupations. Et ces gens sont aujourd'hui encore en vie. Ok? Mais ceux qui sont nés en 2000, prenons l'exemple de 2000, vous pensez qu'ils ont les mêmes préoccupations que ceux d'il y a 30 ans? Non, ils ne l'ont pas. Moi qui suis né dans les années 80, je n'ai pas forcément les mêmes préoccupations que quelqu'un qui est né dans les années 2000. Je ne le pense pas. Mais sur le fond, les Togolais ont envie d'être fiers d'être Togolais. Les Togolais ont envie de dire que nous avons une démocratie chez nous. Nous avons l'alternance. C'est le Togolais qui décide de qui le dirige. C'est le Togolais qui sanctionne ses acteurs politiques à travers le vote quand ils ne font pas bien. Ça, c'est un rêve commun à tous les Togolais, mais à différents degrés. Et aujourd'hui, comme je le disais, un jeune, aujourd'hui, quand vous le prenez, sa première préoccupation, c'est pouvoir trouver son petit pain quotidien et s'en sortir. Les idéaux, les valeurs, malheureusement, au fil des années, se sont effrités. Ce n'est plus les mêmes. Entre quelqu'un des années 60, 70, qui a sa dignité, sa fierté, quelqu'un des années 80, 90, lui, s'il arrive à trouver son pain quotidien, c'est largement suffisant pour lui. Ce sont ça, là, les réalités de la chose. Maintenant, revenant aux questions de constitution et autres, je suis de ceux qui disent le plus souvent, il faut faire très attention. Parce que quand vous voulez jouer sur le terrain de la légalité et vous laissez de côté celui de ce que moi j'appelle une légalité légitime, vous allez vous faire embobiner. Cette constitution, qui l'a écrit, qui l'arrange, qui la revoit quand ça l'arrange. La loi Bodiona a été faite par qui? La loi Bodiona a été faite par le parti au pouvoir. À l'époque, l'opposition l'avait contestée parce qu'elle ne donnait pas la satisfaction que voulait l'opposition. Mais elle a fait avec. Aujourd'hui, qui a revu encore cette loi Bodiona pour la bouquetiser? C'est toujours le même parti au pouvoir, en forçant mieux. Ça veut dire que, justement, quand vous rentrez dans l'aspect légal, vous allez vous retrouver dans un cul-de-sac où vous allez vous faire prendre par celui qui vous détient. Allô? Allô, bonjour. Bonjour. Oui. C'est M. Edmond depuis Adétikopé. Ouais, Edmond, allez-y. Oui, je suis inquiet par une pratique qui se fait à Adétikopé ici. Vous êtes? C'est que je suis inquiet par une pratique qui se fait à Adétikopé. Nous avons 3 grands carrefours à Adétikopé, à Adroupapé, au niveau du marché et puis au carrefour d'Alavé. Les grands carrefours sont très sollicités et il n'y a pas de feu de signalisation de feu tricolore. Le matin, au niveau de Adroupapé, la DSR vient réguler la circulation. Mais après ça, c'est le chaos là-bas avec tous les accidents qui sont entre motos et voitures, tout ça là. Et personne n'est là pour réguler la circulation. Malheureusement, au niveau de l'entrée de Pia, on a 3 grandes doudanes et puis un peu tricolore. Quand vous arrivez là et qu'il y a des gros porteurs devant vous, vous pouvez faire 2 à 3 feux rouges sans pouvoir traverser l'entrée de Pia. Et parfois, quand des gens arrivent à traverser, il n'y a personne qui sort de Pia, mais vous entendez toujours le feu rouge qui est allumé. Et subitement, c'est là que la police d'Adétikopé vient se positionner 24 heures, ou en tout cas à tout moment de la journée, pour intercepter ceux-là qui va traverser le feu lorsqu'il est rouge, ou peut-être qu'il n'y a personne qui sort de Pia. Vous avez fini?
Allô? Oui, je pense. Bon, je pense que bon, nous sommes pratiquement dans le même quartier et j'emprunte le même feu à chaque fois et je me pose toujours la même question. Personnellement, tant que c'est rouge, moi je ne passe pas, mais je me pose toujours la question de savoir quelle est l'utilité de mettre le feu au rouge quand il n'y a pas de circulation qui vient de la zone industrielle. Le bon sens aurait été que ces policiers qui se cachent là-bas pour arrêter ceux qui traversent quand c'est rouge, parce que on l'a mis le rouge là juste pour ceux qui sortent de Pia, était plutôt d'être là-bas et de dire aux gens, aucun camion ne passe, passez. Et quand les camions, la circulation normale est là, ils demandent aux gens de s'arrêter. Mais malheureusement, vous avez vu, il a fait indirectement allusion aux pratiques dont je parlais tout à l'heure. Donc, vous comprenez que pour ce citoyen, la présence du policier à ce feu rouge n'a rien à voir avec la mission d'un policier. Sinon, c'est raqueté. Il y a certains qui appuient votre intervention, puisque j'ai eu des messages qui sont laissés notamment sur les réseaux sociaux. Il y a cette question qui va un peu dans le même sens que ce que vous êtes en train de dire depuis quelque temps, c'est celle de Kwaku à Gossavi à Yéna. Il demande si l'administration togolaise fonctionne les dimanches. Bon, c'est là une autre question. C'est parce que quand dimanche, vous voyez des voitures plaques vertes qui circulent. Normal, dans des pays, ce n'est pas possible. Le week-end, une voiture gouvernementale avec une plaque gouvernementale ne peut pas circuler à moins qu'elle soit en mission. Et normalement, c'est du rôle de la police, justement, d'arrêter ces voitures et de les contrôler. Mais quand moi, je vois ces voitures circuler le week-end, je ne les vois pas accomplir des missions de service. Je les vois le plus souvent peut-être aller dans des maisons ou s'arrêter non loin des bars. Il n'y a aucune mission de service à accomplir dans un bar avec une voiture plaque verte. Madame Messi parlait tantôt de Sylvanus Olympio comme une préoccupation et on sait que le 13 janvier de l'année prochaine, cela fera 60 ans et que le premier président du Togo avait été assassiné et le parti des travailleurs porté par Claude Améganvi a fait un appel à la réflexion dans le cadre de cette célébration. Comment est-ce que vous pensez éventuellement participer à cet appel à la réflexion? Non, je pense que dans des contextes comme celui du Togo, je vais peut-être faire un parallélisme. Vous savez, moi, quand j'ai été à l'école, au cours primaire, on m'a fait comprendre que Agokoli était un mauvais roi, était un roi sanguinaire. Aujourd'hui, l'histoire me permet de comprendre que Agokoli, en réalité, ne l'était pas. Quand vous suivez aujourd'hui beaucoup avec nos historiens, vous comprenez que tout ce qu'on disait d'Agokoli prenait le sang des humains pour faire... Non, c'était des erreurs d'interprétation d'abord, par les interprètes, mais aussi qui ont été servies au point où, dans la mémoire collective, le nom Agokoli même est perçu comme l'illustration de la méchanceté. Okay? Quand je reviens maintenant à la question de Olympio, c'est vrai, durant un certain temps, on nous a fait aussi voir que non, Olympio n'était pas forcément celui qui réclamait. Au début, les gens disent Olympio n'a jamais voulu le Togo, il a voulu Leveland. Après, on dit bon, c'est contre vent, malgré lui-même qu'il a accepté le Togo parce qu'il a perdu Leveland. On nous a fait comprendre que son régime a été répressif également, qu'on n'a pas communiqué suffisamment sur ça. Au fin fond, les Togolais aujourd'hui sont incapables de tomber d'accord sur une personne parce que tout dépend de l'information à laquelle nous avons été exposés. Aujourd'hui, on n'a pas une histoire qui parle d'Olympio de façon consensuelle de tous les Togolais. Chaque courant a créé une histoire sur Olympio. Et je pense que la réflexion aujourd'hui serait celle d'amener tous les Togolais à avoir une et seule même histoire sur la personne de Sylvanus Olympio. Et ça sera un plus. Mais au-delà de tout, Olympio, pour moi, il a été assassiné. Il a été assassiné pourquoi? Aujourd'hui, essentiellement, beaucoup en parlent. Qu'il a été assassiné parce que Olympio voulait créer la monnaie togolaise. Alors, ça veut dire aujourd'hui que 60 ans après, on va se poser la même question. Est-ce que cette monnaie a été créée? Non. Si elle n'a pas été créée, comment est-ce qu'on peut faire pour la créer et reprendre la vision de Olympio sans se faire assassiner? Je pense que ce sont des questions sur lesquelles on peut se hasarder. Vous pensez donc que cet appel est le bienvenu? Évidemment. C'est ce qu'on peut retenir de votre intervention. Il y a cette question de Biova. Il dit notre pays de Togo, consacré pays de paix et de dialogue dans l'espace CEDEAO au cours de la semaine. Que pensez-vous de cette distinction? Bon, vous savez, les distinctions, depuis quelque temps, je suis de plus en plus souriant parce que, vous savez, j'ai des collègues, quand
je me plains du Togo, ils me disent, mais vous avez un bon président, vous avez un bon pays, vous avez un bon aéroport. Et quand moi j'apprécie leur président, il me dit non, qu'il est mauvais. Quoi. Alors, ça, tout dépend de l'angle sur lequel on est. Nous avons un régime au Togo qui a toujours su se faire courtiser comme le régime du dialogue, le régime de la médiation. Et donc, Faure Gnassingbé ne fait que perpétuer la tradition que son père a mis en place à travers le système existant. Donc, il n'y a pas de choses. Moi, j'ai posé une question au ministre Doucet sur Facebook, il ne m'a toujours pas répondu. Je lui ai demandé de savoir si, avant d'aller libérer les Ivoiriens, là, ils ont pensé libérer les militants du PNP qu'ils ont arrêtés depuis presque 3 ans et qui vivent dans des conditions misérables. Non. Vous ne pouvez pas avoir des gens chez vous, vous leur privez de certains droits et vous voulez aller jouer à ceux qui se préoccupent de la situation des autres là-bas. C'est très mauvais. Mais est-ce que ce n'est pas deux choses différentes? Quelle est la différence? Puisque les Ivoiriens, en fait, qui sont accusés, ou du moins ceux qui se retrouvent là à Abidjan, désignés comme étant des Ivoiriens, accusés par Bamako comme étant des mercenaires. Voilà, on s'en arrête là. Bamako les accuse d'être des mercenaires et le Togo va faire la médiation au nom de la Côte d'Ivoire qui dit non, ce sont des innocents. Ils ne sont pas mercenaires, ils étaient en mission de service. Ok? Et au même moment, des Togolais... Mais ça, c'est une situation qui oppose deux pays. Non. Des Togolais, voilà. Balayez votre maison avant d'aller parler de la déventure des autres. Des Togolais que le pouvoir accuse du fait de leurs opinions politiques et on trouve que c'est normal. Et quand Bamako lui dit que c'est des mercenaires, on trouve que c'est anormal, on veut aller défendre. Mais si on trouve que le gouvernement togolais est crédible pour enfermer des militants du PNP et autres qui ont exprimé leurs opinions politiques, je ne parle pas seulement du PNP, ils sont pleins dans l'opposition, des jeunes pour avoir participé aux manifestations et autres, qu'on a arrêtés et autres de façon non respectueuse. Mais pourquoi est-ce qu'ils vont aller dire à un autre de faire autre chose? Occupons-nous de nos problèmes. Il y a la question de Bertrand, depuis Adité Gomé, il dit la lutte pour l'alternance au Togo, est-ce que l'union entre les partis politiques de la vraie opposition est-elle un impératif? Non, déjà, il a commencé et il fait partie du problème. C'est quoi la vraie opposition? À partir du moment où vous avez des oppositions, vous avez le multipartisme, ça veut dire que vous avez des oppositions. Nous n'avons pas le bipartisme. Si on avait le bipartisme, on pouvait parler du pouvoir et de l'opposition. Mais quand on commence par stigmatiser des gens pour dire qu'ils sont faux opposants, vrais opposants, le problème est là. Mais l'idéal que vous recherchez, il faut plutôt rassembler les gens autour de ça. Et il ne faut pas le concevoir en tant qu'opposition, mais il faut le concevoir en tant qu'aspiration des Togolais. Et quand vous le mettez sous l'approche de l'aspiration des Togolais, peut-être que vous allez rafler au-delà des partis politiques. Vous allez trouver des citoyens même qui seront épris pour l'idéal et la cause et vont s'engager. Est-ce que nous avons un auditeur? Non. Mais même si nous parlions tantôt de ce qui préoccupe les Togolais, nous disions même à un moment donné, si les gens ne sont pas fatigués, c'est un constat que de plus en plus de Togolais n'aiment même plus parler de politique, parce qu'on le constate. Non, c'est la déception. Un instant. Allô? 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 Oui. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Thiro. Oui, vous êtes à l'antenne. Quel est votre nom? Oui, c'est Natema. Natema, allez-y. Oui. L'invité a touché un point là que je vais encore enrichir. C'est concernant les voitures RPG. Par le passé, nous avons vu ces voitures-là, j'arrive au garage central ou bien dans leur service respectif. Aujourd'hui, le gouvernement a fait un effort quand même. Tout le monde a son carburant. Et ceux qui utilisent les voitures RPG, là, ils ont leur voiture que le contribuable togolais paye par mois. Ils ont des indemnités. Mais moi, je voudrais interpeller le ministre des Finances, le directeur du garage central, ils n'ont qu'à faire tout. Même le chef de l'État, ils n'ont qu'à faire tout et tout pour que ces voitures retournent dans leur service respectif. Au campus, ça se fait. La gendarmerie, la police, les militaires, vous avez vu un jour, quelqu'un prend le véhicule pour rentrer chez lui. On en a assez. Ils ont tout ce qu'ils ont comme indemnité de fonction, indemnité de véhicule personnel. Ils réparent même leurs voitures personnelles sur le dos de l'État. Ce que l'invité a dit, sincèrement, là où on est en crise, les gens souffrent, mais d'autres sont au paradis. Celui qui a le chef de l'État, il fait un effort, mais ceux qui
on est voici un pays qui n'a fait qui siphonne. Il prend carburant pour aller chez lui, aller retour, ça fait combien? C'est des fonds. Si on veut faire là, ils veulent faire là, ils n'ont qu'à essayer, il faut voir combien ça va écouter. Ils vont économiser même 1 milliard au-delà. Je vous assure, sur tout le pays là, c'est un là. Mettre le carburant, aller chez toi, revenir, aller dans le bar pour voir ta vie. Est-ce que c'est normal? Merci, merci. C'est juste pour apporter de l'eau à votre moulin, comme on le dit. Il confirme en réalité, puisque moi-même, en venant à cette émission, j'en ai croisé, j'ai croisé une voiture RTG en circulation. Nous disions, ou nous parlions des Togolais, ou, oui, qui sont un peu fatigués. Allô? Bonsoir, monsieur Pierrot. Oui, on vous appelle comment? On m'appelle Dodi. Je vous appelle du Darage. Oui, Dodi, allez-y. Je remercie l'invité. Nous ne savons pas que nous avons des messieurs comme ça au Togo. Donc, que Dieu le garde, que Dieu le guide aussi. Amen. Mais ce que je voulais lui demander, bon, ils ont des idées comme ça, mais on ne les voit pas sur la scène politique. Nous voulons des gens comme ça, qui sont devant eux, Ok, c'est noté, Dodi. Oui, puisqu'il est... Amen, amen. Vous êtes un commentateur, vous êtes un analyste, vous êtes politologue comme vous le dites. Et pourquoi est-ce que vous ne faites pas le pas, l'autre pas qui va vous consacrer finalement à acteur politique? Bon, vous savez, j'ai l'habitude de dire aux amis que le processus, il est en cours, mais je me sens plus à l'aise dans ce rôle parce que j'ai compris une chose. Vous savez, comme beaucoup de jeunes, moi je me suis engagé en politique déjà à mes 18 ans. Hein. J'avais commencé par sonder le monde politique. Je connais beaucoup de choses du monde politique. Mais il y a un jour, un aîné qui n'est plus aujourd'hui, avec qui j'ai eu de très bonnes relations, qui un jour m'a dit, j'ai commis l'erreur de quitter la société civile pour venir aux politiques et depuis, je me suis embourbé. J'ai l'impression et je suis convaincu qu'il faut un régulateur de la classe politique au niveau de la société civile. J'ai l'impression que tu pourras faire ce travail si tu t'y mets très bien. Et je pense que j'ai essayé, que je continue de le faire depuis assez longtemps, en essayant de sortir du jeu partisan et en me donnant la liberté, toute la latitude possible. Même si de temps en temps, je froisse beaucoup de gens, je suis plus à l'aise en appréciant et en disant ce qui doit être. Vous verrez, la plupart des politiques, quand ils viennent sur ce plateau, ils ne seront jamais à l'aise comme moi. Parce qu'ils sont des politiciens, ils ont des électeurs à garantir et ils ont une certaine souplesse à avoir. Mais moi, je suis là comme un Togolais, comme votre cousin. Nous sommes en train de mener une discussion à propos de notre pays. Et je pense que je vais beaucoup plus apporter au Togo à travers cette position. Maintenant, si comme le général de Gaulle, vous m'appelez après, on verra. Nous parlions des Togolais qui participent de moins en moins ou interviennent de moins en moins sur les questions d'ordre public. Et là, par exemple, comment est-ce qu'on peut l'expliquer? Est-ce que c'est juste parce que les thèmes sont les mêmes depuis des années et qu'à un moment donné, fatigue au final? Les mêmes choses, vous ne pouvez pas répéter les mêmes gestes et espérer un changement. Selon l'histoire, je ne vais pas faire le panafricain ou bien l'afrocentrisme pour dire que c'est un Africain qui a découvert le vaccin. Mais ce que je sais, selon l'histoire, Pasteur avait toujours fait la même chose. Et le jour où il a découvert son vaccin, c'est parce que l'agent d'entretien n'a pas pris le temps de laver les bocaux. Il est parti, il a laissé, et Pasteur est revenu après le week-end avant lui, et il a vu les bocaux là-bas. Mais peut-être à la différence de beaucoup de chefs qui sont émotifs, au lieu de commencer par crier et dire vous ne faites rien, vous ne foutez rien, il a voulu voir ce que ça a donné. Et aujourd'hui, on a le vaccin. Ce qui veut dire que dans le procédé, à un moment donné, ils n'ont pas fait ce qu'ils faisaient habituellement, ils ont fait autre chose. Mais le problème au Togo, c'est qu'on veut toujours faire la même chose et on se plaint que rien n'a changé. Je suis très conscient d'une chose.
vous ne pouvez pas accepter les règles d'une compétition électorale, par exemple, et après, à la fin de la compétition, crier qu'on vous a volé. Soit au moment où vous l'acceptez, c'est que vous savez que les règles vous arrangent, ou vous prenez les mesures qui vous permettent de jouer avec ces règles dès le début. Mais si vous ne le faites pas, après vous venez crier, c'est que bon, soit c'est vous... Votre analyse porte sur le comportement des acteurs politiques. Mais moi je parle de monsieur de tout le monde. Non, justement, le monsieur. Non, c'est le comportement du leader qui finalement rejaillit sur le militant, qui rejaillit sur l'opinion publique. C'est ce que j'ai comme perception du leader qui me pousse à m'intéresser à la chose politique. Quand par exemple des militants dans un parti politique ont des idées, ils amènent, on dit, oh, vous la laissez, c'est nous les chefs, on réfléchit mieux. Tu crois que ça va donner quoi? Et tu vois le chef aller comme ça. Nous avons parlé, beaucoup ont parlé de cette affaire d'union de l'opposition. On l'a vu avec la C14. Le PNP avait commencé seul. Après, les autres se sont greffés. On est arrivé à la C14. Ils sont où? Nulle part. Ils se sont implosés en plein vol. Et pourquoi? À cause des mêmes erreurs habituelles d'ego et de leadership. Et l'opinion publique, après avoir eu cette affaire, je ne sais même plus si c'est 10 millions ou 20 millions, je ne sais plus quoi, cette affaire de... 30 millions. 30 millions, ok. Bon, 20 plus 10, ça fait 30. Cette affaire de 30 millions, l'opinion publique est revenue à une conclusion très simple. Ces gens, ce sont tous des voyous qui se moquent de nous. Est-ce que vous voulez dire tout simplement que, par exemple, aujourd'hui, les Togolais, pour une très bonne partie, sont dégoûtés par le fait politique? J'ai dit que les gens espèrent, après la misère qu'ils vivent ici-bas, aller au paradis, mais personne n'est pressé de mourir. Et aujourd'hui, on a constaté que faire la politique au Togo vous expose plus rapidement à la mort que les maladies courantes et autres. Donc aujourd'hui, beaucoup de gens, j'ai parlé de ces jeunes de l'opposition, du PNP et autres, qui sont en prison depuis presque 4 ans et autres. Donc ça veut dire qu'il y a une prise de conscience à un moment donné. Les gens sont frustrés, mais ils n'ont plus confiance. Ils n'ont pas un leader en qui faire confiance. Donc ils se disent, bon, on se résigne et on ne continue pas à prier. C'est pourquoi les Togolais sont plus à l'église, à la mosquée, que partout. Parce que la perte d'espoir, elle est générale. Donc on s'en remet à Dieu, on atteint un miracle de Dieu. C'est tout. On sait très bien que dans toutes les démocraties, le jeu finit par... Non, ici le jeu n'a jamais été joué. Il y a un gars... Non, en fait, non, c'est ce que vous dites. Non, je suis très sincère. Il y a un que gars, le jeu n'a jamais été joué. Le jeu n'a jamais été joué. Il y a un gars. Mais qu'est-ce qui se fait alors? Il y a un gars très costaud qui vient d'abord avec le ballon et qui choisit les gens pour jouer. Il prend la meilleure avec lui face aux autres. Si il a le ballon, vous le touchez, il peut vous frapper. Et à un moment donné, il peut même prendre le ballon, il dit c'est son ballon, il rentre à la maison avec et le match est terminé. C'est ce qui se passe au Togo. Et quand je parle du gars en question, quand vous prenez la composition de la CENI, qui prend le plus gros morceau à la CENI depuis des années? C'est le pouvoir. Non seulement ils le prennent en tant que parti politique, mais ils le prennent aussi en tant que gouvernement. Vous comprenez? Et dans tout ça, vous avez un code électoral qui est écrit sur mesure par le même pouvoir, qui définit comment est-ce que la loi électorale doit être appliquée. On a organisé plusieurs dialogues, on a baratiné les gens ont fait des recommandations. Combien on a mis dans la loi électorale? Nous connaissons tous, sur les 30 dernières années, les problèmes que nous avons eus lors des élections. Ces problèmes, aucune loi électorale n'y a apporté une réponse jusqu'à aujourd'hui. Je me rappelle quand il y avait un préfet qui demandait au chef canton et qui les demandait de forcer les gens de chez eux à voter pour le pouvoir. Et après, sur la base des résultats, on donnait de l'argent à qui a mieux mobilisé chez lui. Et dans ces mêmes villages, on identifiait ceux qui sont de l'opposition, qui ont joué au trou fait, on les tire les oreilles. Donc, ce sont là des réalités. Mais ce que vous décrivez, est-ce que c'est pas ça le jeu? Mais est-ce que c'est pas ça finalement le jeu? Non. Puisque vous avez dit que le jeu n'a même pas commencé. Le jeu n'a pas commencé, puisque si aujourd'hui... Vous savez le nombre d'élections qui ont été faites. Je vais vous donner le très bon exemple. On a eu un classico il y a 2 semaines, Real Barcelone. Il y avait un arbitre qui était au milieu. Il y avait un moyen pour éviter les contestations qu'on appelle désormais la VAR, qui assistait l'arbitre. À la fin, on a joué, on les a corrigés 3-1. Ils n'ont pas parlé parce que le jeu était propre et clair. Ici, il n'y a pas de VAR.
Vous comprenez? Il n'y a pas d'arbitre. Non. Ce sont... Ça, c'est votre constat, ça. C'est pas mon constat. Moi, j'ai la chance d'être sur Pyramide. Non, mais en fait... non, ce que je dis, j'ai la chance d'être sur Pyramide FM et de pouvoir... Et j'ai un micro devant moi. Mais il y a beaucoup de Togolais qui n'ont pas la chance d'être face à vous. Puisque ce que vous le disent. Puisque ce que vous dites là, si ce que vous dites est vrai, ceux qui participent aux compétitions, puisque moi je pense que... Non, c'est pourquoi je dis qu'il ne faut pas se plaindre après. Moi je pense que le jeu a commencé... Je donne un exemple très simple. Puisque moi je pense que le jeu a commencé. Le jeu n'a jamais commencé. Mais puisque ceux qui participent au jeu... Vous avez vu Agbome Kodjo, depuis 2020, qui s'amuse avec ces histoires de gouvernement numérique là. Il n'avait pas les règles. Vous vous souvenez qu'Agbome Kodjo a fait... Mais justement, est-ce que c'est pas ça le jeu? Non. Il savait. Non, des règles biaisées déjà ne peuvent pas permettre d'avoir un jeu. Ce que vous dites... Vous savez que Agbome, dans l'une de ses conférences, disait que parce que Gakmeye qui est finnois, n'est finnois et non anénéa. Mais en français... Bon. Pour ceux qui ne comprennent pas ce que vous il avait parlé à DV, c'est pourquoi j'ai dit ça aussi. Ben, en résumé, c'est pour dire que il était conscient que ce régime volait. Ok? Il est allé quand même aux élections. Maintenant, après, il pleure. Alors que le même Agbome Kodjo, en 2015, quand Fabre parlait là, il lui a dit, mais il se plaint de quoi? Que les résultats sont dans continu. Non, je vous dis, moi je dis ce que les Togolais disent et analysent. Oui, là, c'est une façon... Vous répétez que le jeu n'a pas commencé. Non, alors que là, vous êtes en train d'analyser le jeu. Vous analysez le jeu. Non, justement, le jeu dont on a parlé là, le jeu que les Togolais recherchent là, c'est un jeu justement où tout le monde part sur la même base, équitable et compétitive. Ce qui n'a jamais été le cas. Donc, il n'y a pas de jeu. Vous comprenez? S'il y avait une base commune, équitable, qui faisait partie tout le monde, on allait dire accepter les règles du jeu. Mais comment est-ce qu'on peut comprendre que 30 ans après ce que vous dites là, plusieurs compétitions, même si vous ne les appelez pas des jeux, que ce n'est pas équitable, a été organisé presque avec les mêmes participants, ou presque les mêmes participants. Et après, qu'est-ce que ces mêmes participants font? Ne me faites pas revenir à l'ANC qui a marché de 2010 à 2017 aussi. C'est pour dire que il faut qu'on arrête de se fourvoyer. Ou bien vous acceptez les conditions comme ça et vous assumez jusqu'à la fin, vous ne vous plaignez pas, ou vous dites les conditions ne me permettent pas de gagner. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on peut rêver du contraire quand on sait qu'on n'a pas les moyens pour faire face à ce régime et consacrer sa victoire. Essayons de voir si le jeu a commencé dans d'autres pays, puisque on parle de plus en plus ces derniers temps d'autres pays, notamment le Burkina Faso, notamment le Mali ou encore la Guinée. Mais la surprise, c'est quand même cette évolution dans les rapports que ces pays-là entretiennent avec l'ancienne puissance, la France. Vous savez, comment est-ce qu'on peut l'expliquer? Je vais peut-être faire un crochet avant de... Vous savez, le plus souvent, on a un stéréotype. C'est-à-dire, quand on nous parle de coup d'État, les gens disent transition, élection. Les gens disent transition, élection. C'est le nouveau gouvernement élu qui viendra régler les problèmes. Alors que tous ces pays-là, c'est des pays dans lesquels il y a déjà eu des coups d'État de par le passé et les mêmes problèmes qui ont justifié le coup d'État sont restés. Ce qui veut dire que dans notre conception actuelle, si nous pensons que tout se résume aux élections, vous verrez qu'aucune réforme ne se fera jamais et après, dans un cycle, après chaque 10 ans, vous reviendrez avec un nouveau coup d'État. Ce qui veut dire que d'abord, dans ces pays aujourd'hui, la préoccupation c'est de savoir qu'est-ce qui ne va pas. Mettez les règles en place. L'objectif, il ne doit pas être celui de l'élection à tout prix. Parce qu'on est tous d'accord qu'on est dans une transition et qu'il y a une assise nationale qui a été faite et qui a fixé des lignes directrices. Comment on fait pour que ces lignes directrices soient effectivement en place le plus rapidement possible? Comment on fait pour que ce virus du troisième mandat que les Maliens essaient d'expliquer devant l'Assemblée générale des Nations Unies ne revienne pas? Mais quand vous voulez aller rapidement aux élections là, ne vous soyez pas surpris de ce qui va arriver. Et le vrai problème aujourd'hui justement, c'est que dans tous ces pays, on est convaincu dans le rapport avec la France que la France veut tout accélérer pour que des gens qui sont à sa botte reprennent le contrôle de la machine de l'État. Et ça restera braqué. La France aujourd'hui, c'est insulter l'intelligence des Africains que de voir le président Macron se promener en Afrique pour venir dire aux Africains que les Russes sont mauvais, hein, et que les Français aiment tellement l'Afrique
il faut que l'Afrique fasse gaffe à la Russie. C'est de l'embêtement et de l'impolitesse envers les Africains. En tout cas, envers moi, m'a dit, et mon niveau intellectuel, je trouve que c'est de l'embêtement. La France n'a pas d'amis. La Russie n'a pas d'amis. L'Afrique n'a pas d'amis. L'Afrique n'a que des gens qui sont intéressés par ses potentialités. Et le vrai problème... Mais est-ce que c'est pas ce que dit finalement Macron? Non. Macron dit, eux, ils sont bons. Le vrai problème qu'on a, en fait, aujourd'hui en Afrique, c'est qu'il y a des Africains qui n'aiment pas les Africains. Il y a des Africains qui se contentent juste de faire prévaloir les intérêts des autres pays, au lieu de faire prévaloir les intérêts des citoyens africains. Et c'est ça le problème de crise fondamentale qu'il y a aujourd'hui. Si vous croyez que Bamako aurait pu tenir si l'opinion publique malienne n'était pas en faveur de l'idéal poursuivi quand les sanctions de la CEDEAO sont arrivées? Vous croyez que si Bamako n'avait pas tenu, la Guinée pouvait tenir tête? Vous croyez que le Burkina peut prendre le courage de faire 2 coups d'État en l'intervalle de 8 mois si l'opinion publique à Bamako ne s'était pas mobilisée contre la CEDEAO et son positionnement? La question, c'est de savoir quelle va être l'issue. Parce Non, que... justement, aujourd'hui, l'issue, elle est simple. Nous avons une institution communautaire qui a un rôle à jouer, mais qui malheureusement s'est tellement prostituée qu'il va falloir qu'elle s'assoie à côté et qu'on lui demande de l'ouvrir, elle l'ouvre. Mais elle ne peut plus rien guider. Que ce soit au Burkina, que ce soit au Mali, que ce soit en Guinée, la CEDEAO, ils vont accepter qu'elle soit là pour les accompagner, mais seulement pour l'ouvrir quand ils vont... Vous voulez dire que la CEDEAO est disqualifiée? Mais au Mali, là, quand on devait remplacer le président Keïta, les élections là, qui est allé là-bas et dit que les élections se sont déroulées suivant les standards et que bon, en dehors de quelques irrégularités, tout s'est bien passé. On connaît. Alpha Condé, quand il voulait son 3e mandat, il tuait les Guinéens là. Qu'est-ce que la CEDEAO a fait? Alassane Dramane Ouattara, qui dit que c'est Dieu qui l'a empêché de quitter le pouvoir en rappelant Amadou Gon Coulibaly. Quand il faisait réprimer les Ivoiriens là, qu'est-ce que la CEDEAO a fait? C'est là où je dis, il faut faire attention. Quand vous posez des actes, ne croyez pas que ça se limite à vous. Des gens vous regardent et vous attendent au tournant. Macron, tous les chefs d'État qui sont allés quand Idriss Déby est mort pour dire de mettre en berne, comment on l'appelle, la constitution et d'adouber le fils de Déby. Au moment où ils appelaient d'autres jeunes, comment est-ce qu'ils appelaient le Tchad? Aujourd'hui où ce même régime de transition au Tchad dit que bon, maintenant ils vont proroger la transition. Où sont-ils? Et de quel droit ils peuvent avoir le courage de parler aux autres pays? C'est ça tout le problème. C'est ma question, vous n'avez pas répondu. Non, j'ai répondu. Sauf que je veux parler dans l'angle de questionnement où vous m'amenez. Moi, je vous montre mon analyse. Je ne m'enferme pas dans le jeu français. Est-ce que vous pensez que ceux qui sont les frondeurs, est-ce que vous pensez qu'ils sortiront gagnants de cette fronde? Bien évidemment, nul ne sortira gagnant. Tout le monde sera perdant. Pourquoi? Parce que quand je dis perdant, ça veut dire qu'aujourd'hui, que vous prenez le Mali, vous prenez comment il s'appelle, la Guinée, le Burkina, cette situation a créé un impact sur le pays. Aujourd'hui, dans ces pays, vous avez l'insécurité qui a beaucoup gagné d'empreintes. Vous avez beaucoup de choses qui se sont faites avec les différentes sanctions. Donc, à un moment donné, on peut dire qu'ils ont déjà perdu. Mais la seule chose qu'on peut retenir ici, c'est qu'ils ont eu à la tête de cette transition des gens qui, pour une fois, ont pu dire aux gens, laissez les Maliens, laissez les Guinéens, laissez les Burkinabés définir eux-mêmes la sortie de crise. C'est ça qu'ils auront. Mais dire que demain, avec la Russie, ça sera mieux qu'avec la France, je ne pense pas. Avec la France et la Russie, est-ce que ça sera mieux? Je ne pense pas. Dans tous les cas, nous, pays africains, si nous ne prenons pas sur nous de nous développer nous-mêmes pour nous-mêmes, nous serons toujours la vache à lait des autres. Et c'est ça le véritable combat. Certains pensent que d'autres pays africains doivent prendre exemple sur ce qui se fait au Mali. Est-ce que vous pensez que d'autres pays, notamment dans notre sous-région et au-delà en Afrique centrale, non, vous savez, dans les différents contextes, je parle toujours, à côté de la légalité, il y a une certaine légitimité. Vous comprenez?
Il y a certains présidents africains, ils auront beau se faire montrer à l'extérieur comme pro-maliens, chez eux, ça ne va rien changer parce que, après tout, les gens de votre famille vous connaissent mieux que quiconque. Donc, c'est aussi, il ne faut pas jouer au panafricanisme d'opportunisme. Vous savez que c'est la mode ces derniers temps. Malheureusement, c'est la mode, sauf que la mode, elle est toujours éphémère. Il nous reste 4 minutes, nous allons dire quelques mots de notre pays en marche vers la fin de l'année. On sent que ça tend un peu avec cette semaine, cette tentative de braquage sur un camion de transport de fonds. C'est quand même osé, parce qu'on sait très bien que c'est très souvent des convois très sécurisés. C'est quand même osé que de s'attaquer à ce type de convoi. Vous savez, on dit le risque est la condition du succès. Le voleur, il voit sa menace et il prend les dispositions qui peuvent lui permettre de venir à bout ou d'accomplir sa mission. Donc, on ne dira jamais qu'un voleur a osé. Déjà, à partir du moment où il veut voler, ça veut dire qu'il a osé. Et il est prêt à subir tout ce qui peut en découler. Mais dans un tel contexte, c'est peut-être le passant innocent qui se retrouve victime de ces échanges de balles et autres. Mais sinon, un voleur, lui, il est psychologiquement préparé à aller voler. Il a une arme, ça veut dire qu'il est prêt à tuer pour voler. Donc, il est aussi conscient qu'il peut se faire tuer de façon très simple. Mais au fond de tout ça, moi, ma question, elle demeure. Comment se fait-il que des armes de tel calibre circulent à Lomé? Ce n'est pas la première fois qu'on a des braquages. Aujourd'hui, les gens ont peur. Moi, c'est-à-dire, des fois même, quand tu me dis même d'aller à un guichet automatique, j'ai même peur qu'après avoir pris l'argent du guichet, quelqu'un me prenne à côté là-bas. Je ne vais pas leur trouver d'excuses, mais on a une situation dans le pays qui fait que la criminalité ne fait que augmenter. Maintenant, quand les ressources de l'État, elles sont utilisées pour plutôt traquer des opposants, c'est normal que maintenant les bandits puissent avoir plus de facilité. Aujourd'hui, nous disons que nous nous préparons pour lutter contre le terrorisme, alors que nous n'avons pas encore gagné le combat de la sécurité. Mais est-ce que ce combat peut être gagné, puisqu'on sait très bien que le risque zéro n'existe pas? Si le risque zéro n'existe pas, vous savez, moi j'ai parcouru des pays où le Togo entier fait une préfecture de ces pays. Hein. Mais dans ces pays aussi, on sait ce à quoi la sécurité est destinée. Ici, le cadrage de Lomé, je ne sais pas là où il y a le problème. Si je vais revenir, mes amis policiers n'ont qu'à m'excuser aujourd'hui, mais ils sont tombés sur mon mauvais jour. Si aujourd'hui, vous pouvez avoir des policiers qui, lorsqu'il faut faire des fouilles, peuvent laisser les fouilles et prendre 5 000 et te laisser passer, ça veut dire que, justement, les armes peuvent circuler à Lomé. Si vous pouvez avoir des gens au poste de contrôle frontalier qui peuvent prendre de l'argent et fermer les yeux, ils disent non, lui je le connais, ça peut passer. Donc ça veut dire qu'il y a une certaine rigueur et un laxisme qui a pris une grande marche dans ce pays. Comment est-ce que dans ce petit Lomé-là, on a vu des gens attaquer des gens sur le parking de l'aéroport à Lomé il y a quelques années de cela? Mais vous imaginez que moi, je peux faire quelque chose à Lomé et on ne va pas me cueillir dans les 30 minutes qui vont suivre? Non, en réalité, qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que vous insinuez? Non, j'insinue justement que la police, au lieu de faire son travail qui est le sien, on l'utilise pour d'autres travaux qui n'apportent pas de valeur ajoutée aux Togolais, mais peut-être à des Togolais. Le défi, c'est maintenant face à... Le défi aujourd'hui, c'est que nous devons renforcer la collaboration entre les populations et les forces de l'ordre. Le problème, c'est que les Togolais n'ont même pas confiance aux forces de l'ordre pour parler d'eux. Aujourd'hui, un Togolais ne peut pas parler d'un voisin qu'il suspecte à une force de l'ordre. Parce qu'il se dit lui-même que, ah, si je vais en parler, de quoi je me mêle? Donc, aujourd'hui, tout le monde est à l'écart. Quand quelqu'un fait même des conneries, on se dit, bon, à quoi ça sert? On est tous dans ce même pays, tout le monde est corrompu. Donc, c'est là le vrai problème. Vous ne pouvez pas faire du renseignement si vous n'avez pas une population sur laquelle compter. Les agents de renseignement ou bien les éléments infiltrés qu'on paye là, c'est des gens qui vont chercher à la fin de la journée une information pour justifier l'argent qu'on leur paye. Alors que la population, c'est quelqu'un qui donne une information pour être rassuré qu'il est en sécurité. Et malheureusement, ce lien
il n'existe pas au Togo. Il n'existe pas. Vous pouvez me dire quoi que ce soit, il n'existe pas. Nous venons de passer 1h30 presque. Ça a été court. Quelques secondes pour conclure. Non, je pense que merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir d'être ici à Pyramide FM. Et je dirais juste aux uns aux autres que les questions de l'État nous concernent tous. Que nous voulons ou pas, d'une façon ou d'une autre, nous sommes impactés par les décisions des politiques, de l'opposition, du pouvoir et autres. Raison de plus pour nous intéresser. Ne nous désintéressons pas de la chose politique. Merci beaucoup, Madi Diabakate. Je rappelle que vous êtes essayiste et politologue togolais. Cette émission, elle s'achève. Elle sera rediffusée tout à l'heure à partir de 19h. Merci à Romaric Freitas pour la mise en onde technique. Moi, je suis Pierrot Ationgbe. Le prochain rendez-vous au D12, c'est dimanche prochain. Au revoir.